Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Les 3 mécanismes psychologiques de l'enrichissement immobilier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors en fait, en ce moment, je suis en train de concevoir un jeu de société avec mes enfants parce que je m'agace à faire des jeux. Alors c'est pas que je m'agace, c'est que je me lasse. Plutôt, c'est une forme de lassitude des jeux de société que j'ai avec les enfants parce que soit j'ai l'impression qu'on les connaît, que c'est toujours un petit peu la même chose. Alors moi j'adore les jeux de société en général. Bon, déjà, je trouve que j'ai pas assez de temps pour en profiter avec eux. Et quand j'ai le temps, je suis pas forcément motivée parce que je me dis, oh, c'est pas dingue, c'est pas waouh. Et en fait, l'un de mes enfants me demande de jouer avec lui. Et puis je lui dis, écoute, franchement, si tu veux qu'on s'amuse vraiment, viens, on va créer un jeu de société. Maman, elle a toujours eu en tête un jeu de société pour que vous appreniez comment ça fonctionne l'argent. Donc vas-y, on invente un jeu de société et en fait on s'est lancé là-dedans. Et bon bref, en fait pourquoi je parle de ça, c'est parce que ce jeu de société, en fait il me fait beaucoup réfléchir à comment est-ce que, quels sont les mécanismes qu'il faut que j'apprenne à mes enfants dans ce jeu pour que ça soit utile pour leur vie au futur. Et donc je réfléchis et pour moi il y a 3 grands mécanismes psychologiques que je veux qu'ils soient enseignés à travers ce jeu, qui en réalité sont pour moi les mécanismes fondamentaux psychologiques de l'investissement immobilier qu'il faut maîtriser. Et donc je me suis dit, vas-y, ça va en faire un épisode de podcast. Donc c'est parti. Alors déjà pour la petite anecdote, pour la curiosité, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi cette idée de jeu, en fait j'ai envie de faire une sorte de jeu de société où le but c'est pas d'être le plus riche mais le plus heureux. Mais pour devenir heureux, il faut quand même être un peu riche parce que c'est compliqué d'être heureux si on n'a pas d'argent. Donc en gros je fais une sorte de mix entre point de bonheur et argent, bref, et on essaie de faire quelque chose d'assez amusant, on va voir ce que ça donne, mais voilà, c'est pour la petite anecdote. Donc c'est parti par rapport au mécanisme que j'ai envie aussi de mettre en place dans ce jeu. Mais bon, le jeu là, j'explique juste d'où vient l'idée de cet épisode, mais ça n'a rien à voir dans le sens où là je vais vraiment vous expliquer, selon moi, qu'est-ce qui se passe dans les mécanismes psychologiques qui vont faire qu'un investisseur va avoir du succès par rapport à quelqu'un qui va stagner ou qui va avoir du mal à se développer. Alors le premier mécanisme, premier, mais absolument hyper important, c'est le plaisir différé. C'est-à-dire, c'est cette compétence que l'on acquiert avec, je pense, de l'entraînement, qui est de se dire, non, je ne prends pas le chemin le plus facile parce qu'il est facile et j'ai rapidement ma récompense. Je prends le chemin plus difficile avec une plus grande récompense au bout. Je ne sais pas si vous avez entendu déjà, j'imagine, l'expérience du chamallow où on met un enfant dans une pièce avec un chamallow et il y a quelqu'un qui vient lui dire « Écoute, si tu attends 3 minutes que je revienne, tu auras 2 chamallows si tu ne l'as pas encore mangé. » En fait, il montre, apparemment cette étude montre que les enfants qui réussissent à attendre le retour de la personne pour avoir à nouveau un chamallow, en fait, c'est des personnes qui ont plus de chances de réussir dans leur vie. Alors bon, il y a des petites controverses aussi sur cette étude, parce qu'il y en a qui disent c'est aussi l'aptitude à avoir confiance en les adultes, bref, peu importe. Mais dans tous les cas, l'idée est quand même bonne, et moi j'y crois, parce que j'y ai quand même beaucoup réfléchi, en observant autour de moi les investisseurs, ou même les gens qui ne sont pas investisseurs, mes proches, mes amis, etc. C'est que cette capacité à se dire non, j'ai envie de ceci maintenant, mais je me retiens parce que je pense que c'est plus intelligent d'attendre un petit peu et que mon gain sera plus élevé sur le long terme, c'est une compétence clé, mais tellement clé, parce que pour moi, cette compétence-là, elle est à la base de la capacité à réussir à mettre en place des économies de côté. Et vous le savez, moi je vous saoule régulièrement, mettre de l'argent de côté, c'est essentiel pour avoir du succès dans ses investissements. Quelqu'un qui crame tout ce qu'il gagne, je veux dire, il ne pourra jamais emprunter et puis il ne pourra jamais rien investir.
Donc c'est vraiment une compétence de dire, bah non, je m'achète pas la prochaine nouvelle voiture, non, je me fais pas ma nouvelle terrasse, non, je m'achète pas des nouveaux habits, non, je sais pas, enfin je vous invente n'importe quoi, non, on va pas aller en vacances dans un hôtel 5 étoiles à l'autre bout du monde pour les vacances, bah non, on va faire un camping à côté de chez nous et puis c'est tout. Et en fait, cette capacité-là de se restreindre alors qu'on pourrait se le payer, c'est-à-dire que vous avez cet argent, vous pourriez vous payer, mais vous vous dites non, je me le paye pas. Non, je me le paye pas. J'attends plus tard. Je considère que je suis pas encore arrivée là où je veux être pour pouvoir, en tout cas, optimiser ce que je fais de mon argent. Et en fait, je me rends compte que ne pas aller, je sais pas, en vacances à l'autre bout du monde est en réalité un investissement intelligent parce que j'aurai plus d'argent pour plus voyager plus tard. Et donc, plutôt qu'avoir un voyage maintenant, je veux avoir 3 voyages sur les 5 prochaines années. Et je sais que du coup, il faut que je renonce à ce voyage-là dans 3 mois. Donc c'est ça en fait, cette intelligence. Et moi, je vous recommande vraiment de vous entraîner à ça régulièrement. Moi, ce que je fais, parce qu'en réalité, on est tous pareils, on est tous des humains. Moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien, de temps en temps, en fait, j'ai envie d'avoir un plaisir, quelque chose qui me fait plaisir. Tiens, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de partir en week-end, j'ai envie de faire telle dépense. Et moi, j'aime bien, en tout cas avec Cyril, donc en général, nous, on ne prend jamais de décision dans l'impulsion. Donc déjà, toujours se dire, attends, on réfléchit, prenez un petit peu de temps, tu vois, de se dire, attends, il n'y a pas besoin de prendre les billets maintenant, on peut se laisser quelques jours, réfléchir, tu vois. Et donc, tu te poses. Et moi, ce que j'aime bien dans la réflexion, en tout cas, quand parfois il y a un désaccord, même dans notre couple, sur est-ce qu'on fait cette dépense ou est-ce qu'on ne fait pas cette dépense, souvent la clé, c'est de dire, ok, j'entends ton point, tu as très envie de faire telle chose. Moi, ce que je te propose, c'est que ça pourrait être une récompense de telle action réalisée. Et en fait, moi, j'aime bien ça parce que ça gamifie finalement un petit peu la vie, de se dire, ok, j'ai très envie d'aller, je sais pas, en week-end à Disneyland avec les enfants, je dis n'importe quoi. Et je me dis, ok, mais dans ce cas-là, il faut qu'on ait signé le compromis du 5e immeuble. Voilà. Et quand on a signé le compromis du 5e immeuble, à ce moment-là, ok, on se fait ce plaisir et ce sera notre récompense de la signature du compromis du 5e immeuble. Et en fait, moi, j'aime bien cette idée-là parce que, à la fois, on n'est pas en mode on se frustre, on s'interdit des choses en permanence pour un futur qui n'est pas construit. Parce qu'en fait, si ça t'aide pas à passer à l'action et que tu fais juste mettre de l'argent de côté mais sans rien faire, c'est pas hyper utile non plus. Donc finalement, j'aime bien parce que ça repousse à plus tard la dépense et en même temps, ça pousse au passage à l'action. Voilà, donc je vous donne ma petite astuce. Et voilà. Donc en général, vraiment, j'essaye en tout cas d'entraîner mon cerveau et vous allez voir que plus on est entraîné, plus c'est facile. Parce que ce que je me rends compte, c'est que ça va vite d'avoir cette habitude de dépenser de l'argent. Tiens, on sort, je sais pas, tu sors avec les enfants. Tiens, je vais acheter une crêpe. Et en fait, de dire, non, là, on va pas acheter la crêpe maintenant, on va attendre 10 minutes de rentrer à la maison, et puis quand on rentre à la maison, on va se faire des crêpes si tu veux. Puis en plus, on pourra en avoir plus et faire des crêpes au fromage, et crêpes à la confiture, crêpes au sucre, je sais pas quoi, mais en tout cas, on peut se faire plaisir, mais non, pas tout de suite. En fait, de s'entraîner à se dire, non, pas tout de suite. Tu vois, pas tout de suite, après avoir fait ci, ou en rentrant de la randonnée, de diffuser, en fait, de s'entraîner toujours à diffuser le plaisir, parce que je pense que c'est un mécanisme psychologique qu'il faut intégrer très jeune, parce que je pense que c'est difficile, si t'as pas eu l'habitude de cette frustration, de réussir après à réussir. C'est plus compliqué, je pense. Je pense que c'est vraiment un entraînement psychologique. Moi, je suis pas grande psychologue, alors je sais pas, mais moi, j'ai l'impression que c'est le cas. Et pour la petite anecdote, moi, j'observe les gens, que ce soit des gens riches sur les réseaux sociaux ou des entrepreneurs que je connais, soit en connaissance, soit je connais comme ça, soit des proches que je connais qui gagnent leur vie, etc. Moi, je me rends vraiment, vraiment, vraiment compte que les gens qui flambent et qui ont le plus de signes extérieurs de richesse ou qui font les plus grands voyages ne sont pas du tout, d'ailleurs, ni les plus heureux, ni forcément, ni les plus riches. En fait, ça n'a juste rien à voir. Tu vois, juste pour vous dire que c'est important que vous vous rendiez compte que ne vous laissez jamais illusionner parce que quelqu'un dépense beaucoup d'argent qu'il est riche, en fait. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. Donc, c'était juste pour vous dire
dire ça. Et ça n'existe pas, je pense, quelqu'un de riche qui n'a pas, à minimum, appliqué ce mécanisme, tu vois. Sauf peut-être un joueur du loto, mais comme vous le savez, les joueurs du loto, au bout de 6 mois ou 1 an ou 2 ans, ils ont déjà plus perdu leur argent parce que comme ils n'ont pas eu peut-être en tout cas cette habitude du plaisir différé, en fait, ils ont tout de suite consommé et puis en fait, il n'y a plus rien après. Donc c'est ça qu'il faut que vous entraîniez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok ? Premier exercice, premier mécanisme psychologique. Deuxième mécanisme psychologique, c'est de détecter le potentiel d'une opportunité, être bon dans son exécution et être OK avec la part de risque de cette opportunité. Alors là, vous dites, oulala, c'est un peu à rallonge. En gros, c'est vraiment sur la partie comment est-ce que je fais pour détecter que quelque chose, il y a vraiment moyen que ce soit une belle affaire, que ce soit vraiment sympa, qu'il y a un vrai potentiel et que je sens que le marché, il y a une opportunité business. Alors moi, j'appelle ça du business, l'immobilier, pour moi, c'est un business comme les autres. C'est-à-dire que on met en place quelque chose, un service, une offre, et on a un client qui est notre locataire, en l'occurrence, et tu te dis, par rapport au prix d'acquisition que je vais faire, il y a vraiment une opportunité de créer de la valeur, de créer du loyer qui rentre, et que ça va être une belle opportunité. Donc ça peut même être quelqu'un qui va faire de la location courte durée, qui va se dire, voilà, si je fais une love room à l'intérieur, voilà, il y a une opportunité qui est incroyable si jamais j'arrive à faire cartonner les choses. Mais ça, c'est une première chose, d'avoir cette idée. Après, il y a la capacité d'exécution et d'être OK avec la part de risque que peut-être que ça ne va pas marcher. Parce qu'on va toujours pouvoir mettre toutes les ceintures et bretelles au monde pour vérifier que son affaire, il n'y a pas de raison qu'elle soit mauvaise. Il y a toujours à un moment donné le déclic qui va faire que soit on y va, soit on n'y va pas, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Et ça, c'est quelque chose d'un petit peu... c'est aussi un muscle qui se travaille. Parce que je trouve qu'on est plutôt, d'ailleurs, dans notre éducation, habitué à essayer de tout baliser, maîtriser, et si tu te trompes, c'est mal. Alors que, justement, il faut trouver le bon ratio entre faire quand même de temps en temps des erreurs. Si tu fais jamais d'erreurs dans ta vie, parce que ça veut dire que tu fais pas assez de choses en fait. Ça veut dire que tu passes pas assez à l'action. C'est-à-dire qu'il faut trouver... Après, quelqu'un qui passe tout le temps à l'action et qui passe son temps à se planter, c'est pas super non plus. Mais celui qui ne passe quasiment jamais à l'action, et les rares fois où il passe à l'action, c'est toujours nickel, c'est qu'en fait, il passe pas assez à l'action. Il fait pas assez de choses. Parce qu'en fait, si tu fais suffisamment de choses, il y a forcément un moment donné où tu te foires. Et c'est normal. Et donc, en fait, c'est le côté de réussir à s'entraîner, à se dire, écoute, si c'est pas une bonne opération, c'est OK. C'est OK, je suis OK avec cette part de risque, mais je préfère avoir pris ce risque que plutôt ne pas l'avoir pris et de passer mon temps à me dire, si on l'avait fait, qu'est-ce que ça aurait donné ? Par exemple, ça me fait beaucoup penser en ce moment, parce qu'on va lancer notre première laverie au rez-de-chaussée de notre 4e immeuble qu'on a acquis en début d'année. Et c'est exactement ça. C'est que je me suis dit, mais Dorine, est-ce que tu es OK avec l'idée que ça se trouve, ça va être une plantade monumentale. Et j'ai fait mes petits calculs, je fais mes calculs et je me dis, OK, si jamais vraiment ça marche pas terrible, combien ça va rapporter ? OK. Si jamais ça marche moyen, ça va rapporter combien ? OK. Et si ça cartonne, ça pourrait rapporter combien ? OK. Je vais essayer 3 scénarios. J'aime bien toujours travailler avec 3 scénarios, pessimiste, réaliste et optimiste. Et de me dire... c'est possible que ce soit le scénario pessimiste qui se produise. Peut-être que ce sera un scénario pessimiste. Et il y aura cette part de risque de me dire, il y a cette possibilité que ce soit pas une si bonne idée que ça, et qu'on perde un petit peu d'argent tous les mois. Mais je crois quand même qu'il y a 90% de chances que ça marche très bien. Il y a 10% de chances que peut-être que ça va pas marcher. Mais je me suis dit à un moment donné, Cyril, il y a 2 options. Enfin, je parle à Cyril des fois. Je lui dis, Cyril, il y a 2 options. Soit on le fait pas parce qu'on ne veut pas prendre de risques, mais du coup, on ne saura jamais si jamais ça a fonctionné. On pourra toujours se dire, mais si on l'avait lancé, ça se trouve, ça aurait cartonné. Et puis du coup, si on ne le lance pas, en plus, on n'aura rien appris. Soit on y va, on se lance. On est OK que peut-être on devra mettre 300 € par mois dans le pire scénario, tu vois, 300 € par mois de compléments, je sais pas, parce que vraiment c'est un cash flow négatif, c'est un fiasco monumental. Et je me suis dit, est-ce qu'on est OK avec ça ? OK, moi je suis OK avec ça. Je suis OK avec ça, au moins j'aurais pris ce risque et je suis passée à l'action.
Et moi, je vous invite vraiment à vous entraîner, en fait, à accepter cette petite part de risque. Parce que moi, je l'observe souvent, les investisseurs qui acceptent aucune part de risque, souvent, ils ne passent pas à l'action et c'est bien dommage. C'est vraiment bien dommage. Donc, c'est une réflexion que j'ai envie que vous fassiez. Et je me rends compte aussi qu'au fur et à mesure qu'on passe à l'action, qu'on a des choses qui fonctionnent, qu'on a pris des risques, que finalement on s'en sort pas si mal, on prend confiance et moi je suis de plus en plus à l'aise avec une part de risque, mais aussi parce que factuellement, on a tellement de diversité de revenus que je sais que même si on fait une plantade monumentale sur la laverie, c'est pas grave, parce qu'on a les arrières à assurer. Mais en réalité, même vous qui écoutez le podcast et qui ont peut-être pas encore investi en immobilier, en réalité, vous avez probablement déjà des revenus récurrents et que si jamais vous avez 50 € ou 100 € par mois d'efforts d'épargne à faire, alors j'aime pas ce mot, c'est un mot un peu marketing pour supporter d'avoir un cash flow négatif, mais bon, grosso modo, vous faites un investissement locatif, c'est un échec. Vous avez pris un risque, c'est un échec. Mais vous y aviez cru, Je veux quand même que vous y croyez au cash flow positif quand vous y allez, que c'est possible de le faire. Mais que pour X raisons, finalement, vous êtes complètement planté et ça marche pas. Et vous êtes à moins 50, moins 100 € par mois de cash flow négatif, alors que vous aviez pensé que ce serait 500 € par mois, quoi. Donc en gros, c'est un peu la loose. Mais souvent, en réalité, vous pourriez potentiellement absorber ces 50, 100 € par mois de cash flow négatif qui font que c'est un scénario totalement pessimiste qui s'est produit. Donc c'est ça qu'il faut que vous ayez en tête. Et moi, je me rappelle encore du raisonnement pour le premier immeuble à l'époque. Donc, on était à Paris. Cyril était à son compte, mais il était consultant. Moi, j'étais salariée. Et je me rappelle encore qu'on s'était posé. On avait quand même des bons revenus parce qu'on était ingénieur à Paris. Et le premier immeuble, la mensualité, ça allait être de 2100 €. Et on avait quand même des revenus à plus de 6 000, 7 000 € par mois. Donc, on était large financièrement. Et on s'était dit, OK, si jamais l'immeuble qu'on achète, c'est la cata totale. Il n'y a aucun locataire qui veut habiter à tel endroit parce que je ne sais pas quoi, on ne savait pas, mais il y avait un fantôme qui a apparu et du coup, il y a une légende dans la rue qui fait qu'il ne faut surtout pas habiter là et personne ne veut habiter dans notre immeuble. Imaginons, on aurait eu 2100 € de mensualité. Et là, avec Cyril, on s'est dit, OK, imagine, c'est la cata internationale, notre investissement, et qu'on doit sortir 2100 € par mois de notre poche. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, évidemment, on serait dégoûté. on serait absolument dégoûté. Mais concrètement, est-ce que on finit dans la rue ? Non. Bon, techniquement, forcément, notre pouvoir d'achat, il chute. Mais est-ce qu'on arrive dans une situation où on est, entre guillemets, en défaut de paiement on arrive dans des associations vous savez, de personnes surendettées parce qu'ils s'en sortent plus. Non, on aurait réussi à s'en sortir et au pire, du coup, on aurait essayé de le revendre et puis on aurait, ça aurait été un peu un scénario catastrophe. Mais il y a un moment donné, on a dû travailler ce risque et se dire, vas-y, go, on le prend. Vas-y, on le prend. Et finalement, vous connaissez l'histoire. Le premier immeuble s'est super bien passé. On a eu plus de 500 € de cash flow pour notre premier immeuble. Et on était lancés. On était lancés. Et en fait, vous voyez, de faire cette petit exercice de dire, c'est quoi le pire ? Et vas-y, on y va. C'est un mécanisme psychologique qu'il faut mettre en place. De vous dire, OK, le pire scénario, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'accepte ce pire scénario ? Vas-y, je suis alignée. Je dis, OK, on a le droit de se planter et on y va. Et puis, en fait, au final, il y a quand même 90% de chances que ça se passe bien. Je dis pas que c'est impossible que ça se passe mal, mais si t'es pas OK avec le fait qu'il y a 10% de chances que ça se passe mal, en fait, tu feras jamais rien. Et enfin, dernier mécanisme psychologique qui est super important, surtout quand on est un investisseur immobilier, c'est le fait de savoir convaincre et de savoir se vendre. Et je dirais même de façon plus puissante, en tout cas plus aboutie, parce que convaincre ou vendre, en réalité, c'est une seule et unique chose, c'est comprendre l'autre en face. C'est-à-dire que quand tu vas voir le banquier, ce qui va faire que tu vas réussir à être convaincant et que tu vas réussir à vendre ton projet et le fait qu'il te suive, mais ça va être ta capacité à comprendre la logique de la personne en face. De comprendre qu'en réalité, toi, tu as tes intérêts, la personne avec qui tu parles en face n'a pas les mêmes intérêts. Ses intérêts sont complètement différents. Elle n'a pas la même vie que toi. Elle n'a pas les mêmes problèmes que toi. Elle n'a pas les mêmes enjeux que toi. Donc, il faut réussir à parler son langage et à se mettre dans la tête de l'autre. Et moi, je vais vous donner un petit exercice. Moi, j'ai vraiment une théorie.
J'ai une théorie qui dit tout simplement que il n'y a pas de méchants et de gentils. Voilà, c'est un peu, ça va vous choquer, mais pour moi, il n'y a pas de méchants et de gentils. C'est-à-dire que moi, c'est rarissime, vraiment, c'est rarissime que je me dise, ah bah lui, il est, que je m'énerve contre quelqu'un ou quoi que ce soit. Enfin, c'est très très rare, vraiment très rare. Parce qu'en fait, je me dis toujours que c'est pas parce que quelqu'un ne va pas dans mon sens qu'il est bête ou qu'il est méchant ou qu'il veut m'empêcher ou qu'il a des intérêts, qu'il a un problème psychologique, je sais pas quoi. Parce que moi, j'en connais plein. Hein. Moi, j'ai des amis, il y a telle personne dans la copro qui est pas d'accord. Tout de suite, ça y est, il veut juste nous mettre des bâtons dans les roues. Il est là pour nous embêter. Mais je fais, mais non, mais en fait, non. Non. C'est juste quelqu'un qui n'a pas les mêmes enjeux que toi, qui n'a pas la même façon de s'exprimer que toi, qui n'a pas le même vocabulaire que toi, et donc du coup, vous ne vous comprenez pas. Mais ça n'a rien à voir avec l'autre qui est méchant. En fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que si vous pensez que les banquiers, par exemple, sont méchants parce qu'ils ne vous prêtent pas d'argent, mais c'est que tu n'as pas compris. Tu n'as juste pas compris comment ils raisonnent. Il n'y a pas un banquier méchant ou gentil. C'est juste un banquier que tu convaincs parce que tu lui parles dans son langage et parce que du coup, tu as réussi à t'adapter à l'autre en face. Et donc, il y a une communication qui s'est établie. Et ça, c'est un mécanisme psychologique de base. Je considère que il faut s'entraîner à se mettre à la place de l'autre. Moi, je vous invite vraiment, honnêtement, de toujours prendre du recul quand quelqu'un... peut-être quelqu'un qui vous énerve ou vous n'êtes pas d'accord, vous avez l'impression qu'il ne va pas dans son sens. Prenez toujours le temps de vous mettre à la place de l'autre, de vous imaginer sa vie. Tu vois, là, il n'y a pas longtemps, il y a eu l'une des maîtresses de nos enfants s'est faite agresser verbalement par un parent, bref, un truc bien malheureux. Les gens, ils se disputent. Et tu vois, parce que c'est une maîtresse qui hausse parfois un petit peu la voix, mais je trouve que c'est encore léger. Et donc le parent, c'était rigolo, enfin moi je trouve ça assez contradictoire, a haussé la voix contre du coup la maîtresse pour lui dire qu'il fallait pas qu'elle hausse la voix devant les enfants. Bref, donc du coup ça tient pas la route son truc. Donc il y a eu un clash entre guillemets entre la maîtresse et l'un des parents des enfants. Et en fait je trouve que c'est malheureux parce que c'est une absence totale, en tout cas de la part du parent qui s'est mis à crier contre la maîtresse. C'est une absence totale premièrement, de réussir à se mettre à la place de l'autre. Parce que honnêtement, moi, chaque jour que j'observe les professeurs d'école, surtout dans les petits élèves, enfin même je pense dans les grands élèves, mais mettez-vous à la place des autres. La difficulté du métier, la fatigue de devoir gérer des enfants non-stop pendant 1 heure, leur capter l'attention. Enfin, vous vous rendez compte de se mettre un peu à la place de l'autre. Et également, l'intelligence de se dire, écoute, peut-être que tu n'es pas d'accord avec la méthode d'éducation de la maîtresse ou la façon de s'exprimer, mais est-ce que c'est le bon moment d'en parler ? Est-ce que c'est la bonne façon de présenter les choses ? En fait, vous voyez cette intelligence émotionnelle qu'on doit avoir et qu'on doit développer. Et moi, je pars du principe que quelqu'un qui est en conflit régulier avec d'autres personnes a forcément une lacune d'intelligence émotionnelle sur cela. Moi, je l'observe, c'est-à-dire que les gens les plus subtils, les plus fins, ont rarement des conflits. Alors que les personnes qui parfois s'énervent facilement, ont du mal à se mettre à la place de l'autre, en fait, elles ont plus régulièrement des conflits. Donc posez-vous cette question si vous êtes quelqu'un qui a de temps en temps des conflits ou qui s'énerve contre les autres. En fait, comprenez qu'en réalité, en fait, c'est à vous de réussir à développer, de se mettre à la place des autres. De se mettre à la place des autres, de se dire c'est quoi leur vie, comment est-ce que c'est leur quotidien. Tu vois, le banquier, c'est quoi la vie d'un banquier ? Combien est-ce qu'il gagne d'argent ? Comment est-ce que quels sont les autres clients qui voient avant moi, qui voient après moi ? Comment moi me rendre différent des autres clients pour qu'il ait envie de s'occuper de moi plutôt que des autres ? Vous voyez, en fait, c'est ça qu'il faut développer. Donc vraiment, je vous invite à développer cette compétence de façon quotidienne, de se dire, moi, le but, là, pour progresser et de développer cette compétence et d'être convaincant, de savoir vendre, en fait, la première étape, c'est de
d'être en bonne relation avec les gens qui nous entourent, de réussir à bien communiquer, à avoir le moins de conflits possible. Concentrez-vous là-dessus. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis, vous pouvez commencer avec votre conjoint, tout simplement. Parce que c'est intéressant, parce que parfois, on peut avoir des reproches à son conjoint, mais on ne prend pas le temps, parfois, de se mettre à sa place et de comprendre de qu'est-ce que lui, il a vu, qu'est-ce qu'il a compris, et pourquoi, donc, il a interprété les choses de telle ou telle façon. Donc, je récapitule. Donc, les 3 compétences psychologiques, mécanismes psychologiques qu'il faut maîtriser pour avoir du succès et que vous pouvez continuer à vous entraîner. Premièrement, c'est le plaisir différé, ok, avec la petite astuce de se donner un objectif parfois avant de s'accorder une récompense. Deuxièmement, il y a la capacité à détecter un potentiel et d'être ok avec la part de risque tout en la maîtrisant et en faisant de son mieux pour bien exécuter les choses, pour optimiser, pour que le risque soit le moindre possible, mais de se dire, ok, de temps en temps, il faut y aller et être ok avec cette part de risque qui doit être quand même maîtrisée, comme les calculs que je vous ai montrés. Et enfin, le fait d'avoir cette compétence psychologique de comprendre l'autre, de se mettre à la place de l'autre, ça s'entraîne au quotidien en fait. Moi j'adore observer les gens et de me dire c'est quoi son quotidien, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle fait de sa journée et comment son cerveau va être imprégné de sa pensée. Tu vois, c'est comme d'ailleurs ça me fait penser vous savez aux gens qui jugent les gens en fonction des partis politiques pour lesquels ils votent. Et de se dire, oui, ça c'est pas bien, il vote un tel, et puis lui, il vote un tel, c'est pas bien, et puis gna. En fait, de comprendre que chaque votant, chaque citoyen a un prisme avec lequel il regarde la société, avec un contexte qu'il observe, avec des gens avec qui il discute, peut-être aussi des informations qu'il regarde. Et donc, en fait, c'est un ensemble de faisceaux qui vont faire qu'il va se comporter de telle façon dans sa façon de voter. Et donc, de comprendre que chacun, en réalité, a raison à son échelle. Et de réussir à prendre du recul de mais pourquoi la personne fait comme ça, pourquoi elle se comporte comme ça, pourquoi c'est arrivé, et de s'entraîner plutôt que d'être trop manichéen, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je trouve que le monde, il est hyper manichéen, c'est les méchants, c'est les gentils, il n'y a pas de nuance. Et voilà, entraînez-vous à avoir cette nuance, parce qu'en réalité, vous ne vous rendez pas compte que cette subtilité-là, de la nuance, de comprendre les autres, c'est une compétence qui est utile même en immobilier. Tu vois, de comprendre ça. Voilà. D'ailleurs, c'est même utile par rapport à l'expérience voyageur, de se mettre à la place d'un voyageur. Qu'est-ce qu'il attend quand il arrive lors d'un déplacement ? Entraînez-vous en permanence d'observer les autres et commencez peut-être avec vos propres enfants ou avec votre conjoint ou avec vos amis les plus proches ou avec vos collègues pour vous dire, ok, quelle est sa vie, quel est son prisme, qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle vit, pour comprendre comment elle fonctionne et réussir à bien communiquer avec elle. On se rend compte qu'en réalité, on peut très bien s'entendre avec beaucoup de monde quand on a cette intelligence un peu caméléon de comprendre la logique des gens qui nous entourent. Voilà, c'est un épisode un petit peu plus long, mais je sais pas pourquoi, je suis un peu bavarde, mais je trouve que c'est intéressant et moi, je vais continuer à observer tous ces mécanismes-là, les avoir en tête pour essayer de continuer à me développer. Je suis loin d'être parfaite et j'ai plein de choses à améliorer, à réfléchir et pour continuer à être convaincant, pour continuer à oser prendre du risque, à s'entraîner, à le faire, parce qu'on peut vite finalement s'endormir un peu et pas avancer vers les objectifs qu'on a envie d'atteindre. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.